Bonsoir, si vous suivez la télévision nationale, merci de votre fidélité. Ce soir, nous parlerons des résultats aux examens scolaires de cette année. 39,29% de taux de réussite au CEP, 16% au BPC, un peu plus de 30% au baccalauréat. L'année 2016 n'aura pas été des meilleures pour nos écoliers et élèves en classe d'examen. Pour faire le diagnostic et proposer peut-être des remèdes, ce soir, nous avons invité pour vous, à commencer par ma droite, le professeur Jean-Claude Oumenou, psychopédagogue, recteur de l'université de Porto-Novo. Bonsoir, monsieur Oumenou. Bonsoir, monsieur Marat. Et après lui, docteur Clarisse Naporne, enseignante, chercheur au département de psychologie et de sciences de l'éducation à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Marat. Enfin, à ma gauche, Emmanuel Guindéou, professeur certifié de SVT, c'est Sciences de la vie et de la terre. Il est également président de l'ONG GAS qui s'occupe de l'éducation. Bonsoir, monsieur Guindéou. Bonsoir, monsieur. Merci. Je voudrais qu'on commence, chers invités, par d'abord les résultats les moins bons. Le CEP, je l'ai dit, 16%. Quand on regarde les résultats de ces dernières années, on peut dire les 10 ou 15 dernières années, est-ce qu'on a un chiffre aussi mauvais quand on regarde les chiffres du passé? Je ne sais pas si vous les avez, monsieur. Oui, monsieur Marat, Oui. effectivement. C'est pour faire une comparaison. Oui, si on prend les résultats les plus proches dans le temps, 2015, je crois qu'on avait eu environ 90% de succès au CEP. Oui. De succès, d'accord. Environ 90%, disons 89% de réussite au CEP. Donc on voit effectivement qu'il y a un grand écart entre les résultats obtenus en 2015 et ceux que nous avons enregistrés en 2016. Plus loin dans le temps, je me rappelle en 2005, on a eu pratiquement 100% de succès au CEP. C'est-à-dire que, bon, en 2016, c'est pratiquement la catastrophe, quoi. Et il y a lieu de s'inquiéter. Oui. Alors, madame Naporne, quand on regarde, là, c'est ahurissant. On passe de 100%, 90% il y a quelques années et on tombe à 16%. Comment on l'explique? 16%, si mes souvenirs sont bons, ce sont les résultats du BEPC. Et du BEPC, bien sûr. BEPC, je me suis trompé. Oui, donc le développement de tout à l'heure, c'était par rapport au CEP. D'accord. Et donc c'est 40%, oui, okay. C'est sûr oui, que comment on passe par rapport à 100% à 40%? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? On est déjà dans le sujet, madame. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer que les résultats soient moins bons une année sur l'autre. Okay. Il y a le fait de ne pas... Il y a aussi les caractéristiques personnelles des élèves d'abord. Il y a les caractéristiques des enseignants. Il y a les contenus qui sont transmis. Il y a la manière de travailler. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer que les résultats ne soient pas bons. Ben, allons-y, c'est quoi les facteurs que vous voyez tout de suite? Au BEPC, on est au BEPC, 16%. Il y a les caractéristiques des élèves. Je pense que c'est pas parce qu'ils sont moins intelligents. Je pense que c'est aussi la manière dont on les fait travailler. Est-ce qu'ils travaillent effectivement? Est-ce que les enseignants font effectivement travailler les élèves? Et à ce niveau-là, c'est plutôt M. Guindéou qui va vous donner les réponses, puisque lui, il est enseignant du secondaire, pour expliquer, est-ce que les enseignants travaillent vraiment? Très bien. Avant, M. Guindéou, je retourne à M. Oumenou, puisqu'il nous a donné par erreur, par rapport à ma question, vous nous avez donné les résultats du CEP. Est-ce que vous avez les chiffres du BEPC? C'était le plus mauvais résultat cette année. En 2016, on a eu 16%. En 2016 on a eu 16%, alors que bon, dans les années passées, 2015, bon, on avait des résultats au-dessus de 30%, parfois jusqu'à 44-45%. C'est-à-dire qu'effectivement, entre même 2015 et 2016, il y a également un grand écart là, entre le caractère relativement positif des résultats en 2015 et le gouffre dans lequel on est tombé en 2016. Alors, vous cherchez à savoir quels sont les facteurs. Oui. On peut invoquer les mêmes facteurs aussi bien pour le BPC, le CEP que pour le baccalauréat. Mais tenons-nous d'abord aux résultats du BPC. C'est effectivement effrayant. Et les 16% de taux de réussite qu'on a eu en 2016. Et ce résultat peut s'expliquer d'abord par des facteurs, je dirais, sociodémographiques,
Nous sommes dans un pays où nous avons laissé courir notre démographie, ce qui fait que dans les classes, nous avons des effectifs de plus en plus ingérables par les enseignants. On sait que plus l'effectif est limité, plus il est facile pour des enseignants d'avoir des résultats au niveau donc, des élèves. Il y a d'abord les effectifs qui sont pléthoriques et qui font que beaucoup d'élèves n'apprennent pas finalement, parce que l'enseignement donné par l'enseignant ne profite finalement qu'à une minorité, qu'aux élèves les plus débrouillards dans la classe. Il y a ce facteur démographique, il y a des facteurs, je dirais, institutionnels. Le type d'intervention pédagogique que nous avons imposé dans nos écoles depuis plusieurs décennies, disons au moins deux décennies, est un type que je trouve inadéquat. Il ne permet pas effectivement de faire travailler chaque élève. Et cela ne fait qu'encourager, si vous voulez, ce qu'on appelle la fainéantise sociale. Si vous allez dans les classes aujourd'hui, vous allez voir qu'on regroupe les enfants, on leur impose des travaux de groupe, les tables sont disposées de façon que vous voyez certains élèves qui regardent vers le sud, certains regardent vers le nord, d'autres vers l'est, alors que le tableau est toujours à sa place au centre de la classe. Cela fait que, dans ces conditions, beaucoup d'élèves ne travaillent pas véritablement. Très bien, on va s'adresser à M. Guindéou. Avant qu'on avance dans le fond du débat, c'est-à-dire regarder le diagnostic et proposer les remèdes, je voudrais qu'on fasse peut-être une comparaison, je ne sais pas si vous avez des chiffres, une comparaison entre le privé et le public, en restant toujours au niveau du BEPC qui a les plus mauvais résultats, 16%, on l'a dit. Quand on regarde, est-ce que les mauvais résultats sont plus du côté du public que du privé? Ça nous permettra peut-être de comprendre comment ça fonctionne. Merci. Je crois que si nous avons fait cette comparaison... Et je me suis intéressé aussi au département pour comprendre. Parce qu'on oui, je suis d'accord. Vous allez constater que généralement, lorsque nous rentrons, nous analysons les résultats, nous constatons que c'est surtout dans le privé que nous avons les meilleurs, dans certains privés que nous avons les meilleurs résultats. Ça ne veut pas dire que c'est seulement les privés qui fournissent. Il y a des privés qui ont donné 0% au BPC. Mais quand on fait la moyenne... Oui, quand on fait la moyenne, généralement, c'est le privé. Très bien. Et c'est l'accompagnement. Vous savez que dans le privé, généralement, l'effectif... Tout à l'heure, quand le professeur parlait, il a dit quoi? Que l'effectif est pléthorique. C'est l'une des causes majeures. Et ça, c'est au niveau du public? Oui, et c'est souvent au niveau du public. Parce que, vous savez, lorsque votre enfant vient à la maison vous dire, vous, en tant que parent d'élève, que nous sommes 90 dans la salle, dans un privé, le lendemain, c'est sûr que vous irez chercher votre enfant pour l'inscrire dans un autre établissement. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'effectif joue souvent. Et de deux, nous avons aussi la manière, l'accompagnement. Lorsque vous prenez, par exemple, les privés, généralement, les enseignants sont sous pression. Ils sont sous très forte pression. Pourquoi? Parce que les responsables de ces établissements désirent avoir le meilleur résultat. Parce que si vous avez un établissement qui donne de mauvais résultats à l'examen, l'année suivante, vous n'aurez pas des inscrits. Les gens vont déserter votre collège pour aller dans d'autres. Mais pourquoi cette pression ne peut pas exister au niveau du public? Voilà, bon, ça là, c'est une éducation. C'est une éducation civique que nous devons pouvoir petitement, c'est-à-dire mettre en place pour permettre une redynamisation dans le système, comme j'avais dit, dans le système éducatif public surtout. Bon, tout à l'heure, vous avez demandé, vous avez cherché à savoir, est-ce que nous avons des résultats aussi alarmants? Je crois, si les souvenirs sont bons, à l'arrivée du docteur Yaïbouni, nous avons eu 11%, je vais parler de 2006. De 2006, si mes souvenirs sont bons. Et 11% au BPC. Au BPC. Donc, vous voyez, bon, nous avons eu 16%. Et vous devez savoir, bon, ces résultats, si nous avons bien écouté, comment dirais-je, le directeur Lutec, il avait dit qu'il donnait des résultats politiques. Et je crois que ça fait partie des facteurs. Moi, j'énumère ces... Qu'est-ce que ça veut dire, donner des résultats politiques? Oui, donner des résultats politiques. C'est à lui qu'on devrait poser la question, mais mon analyse personnelle me dit que on fait tout pour plaire aux... C'est ça. En tout cas,
à celui si c'est moi, je fais tout pour plaire à celui qui m'a placé. Ça fait tout. Parce que le président voudrait quand même qu'on parle bien de son pays à l'extérieur. Il faut forcément que nous ayons un meilleur résultat. Ce qui est naturellement mauvais. Je dis les choses telles quelles, parce que normalement, on devrait laisser courir les choses. Dire, bon voilà, nous avons 10%, on donne les résultats de 10%, et ça conscientise tout le monde. Et les parents, et les enseignants, ils savent que ça ne va pas, et ils vont faire davantage mieux. Mais lorsque vous flattez, vous donnez un résultat flatteur, parce que le président de la République ou peut-être le ministre veut avoir un bon résultat, vous lui donnez les bons résultats, ça va rendre davantage fainéant aussi bien les élèves et même paresseux. Certains professeurs, ils savent qu'avec un petit effort, on pourrait avoir quand même un maximum. Pour appuyer ce que vous dites, j'ai lu en faisant mes recherches la déclaration d'un syndicaliste, je ne veux pas le nommer, c'était relativement au résultat de 2013 et il a dit exactement ceci. Il dit au BEPC et au CEP, la délibération est influencée par la décision politique, mais ce n'est pas le cas au bac. Mais pourquoi pas ce qui peut se passer au bac, pourquoi ça ne peut pas se passer au BEPC et au CEP? Monsieur Marat, je crois qu'au sein de notre structure, ça fait partie de notre préoccupation. C'est parce que nous ne sommes pas entendus. Pourquoi? Si nous avons la chance de participer à toutes les étapes disons des examens, qu'on appelle surtout le baccalauréat, mais vous allez, je crois que le professeur ne va pas me démentir, la délibération se fait séance tenante, en présence des copies. Tout le monde sait que c'est 9 qui est la moyenne retenue pour l'admissibilité. Donc, vous avez 9, on vous déclare admissible. Et séance tenante, d'abord, les gens, on vérifie tout pour qu'il n'y ait pas d'erreur, parce qu'il peut y avoir éventuellement certaines erreurs qui pourraient compromettre les résultats. La preuve est que généralement, en reprenant les totaux, il y a des couacs qu'on essaie quand même de corriger, ce qui permet désormais d'avoir les bons résultats. Et c'est ça qui fait que vous allez remarquer que, et les parents, ils font même davantage d'efforts, même les apprenants au baccalauréat, ils travaillent davantage, ce n'est pas forcément la maturité. Qu'ils vous souviennent, vous, quand vous étiez, si je veux parler de votre génération et de notre génération, on se donnait, on n'avait même pas des répétiteurs, mais on se donnait un peu plus à la chose, parce que nous savons que si tu vas là-bas et ça ne va pas, tu travailles mal, tu vas échouer. Mais si on est dans quelle république où nous avons 100% par exemple au CEP, c'est un des résultats normalement qui devrait, loin de contenter par exemple les parents, devrait interpeller ces derniers pour dire mais nous sommes dans quel pays, comment vous avez fait pour que nous ayons 100% Très bien. Madame Laporte, en écoutant vos collègues, comment vous réagissez? Est-ce que vous vous dites que maintenant les résultats que nous avons reflètent le niveau réel des enfants, ou est-ce que vous êtes d'accord pour appuyer les différents facteurs qui ont été évoqués pour les échecs? Vous n'aimez pas le thème échec, vous dites résultat, mauvais résultat. Oui, je parle de résultats insatisfaisants. Je vous donne suffisamment de temps parce que les autres ont plus parlé. Non, je parle de résultats insatisfaisants ou de mauvais résultats parce que je me place du point de vue de l'élève. D'abord. Donc, on ne doit pas dire échec scolaire. Ce n'est pas... Non, parce que ce n'est pas parce qu'un élève échoue à un examen que sa vie s'arrête là, je veux dire. Il peut avoir d'autres perspectives, il peut avoir été mal orienté. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'un élève échoue à un examen. Mais si d'emblée, on dit parce que tu as échoué à l'école, ça n'est qu'un examen, on peut reprendre l'année suivante, etc. Alors, on m'a parlé de quelqu'un qui a été au baccalauréat la 4e fois et qui vient d'être reçu. Ça veut dire donc, ou alors il n'avait pas suffisamment travaillé les autres fois, mais là maintenant il est reçu. Si on lui avait dit il y a 4 ans, mais toi, tu es fini, tu ne peux plus te présenter, etc., il ne réussirait pas maintenant. C'est pour ça que moi, je ne parle pas d'échec scolaire. Je pense qu'il faut chercher à comprendre. Maintenant, on ne va pas travailler à l'échelle de chaque enfant. Je veux dire, globalement, un enseignant-chercheur ne va pas travailler à l'échelle de chaque enfant, mais les parents devraient s'interroger et les élèves eux-mêmes devraient se demander s'ils travaillent vraiment bien, parce que vous allez à l'école pour apprendre, pour travailler, pour préparer votre avenir. Et il faudrait qu'ils en soient vraiment conscients qu'ils ne vont pas à l'école pour faire plaisir à leurs parents, mais ils y vont pour eux-mêmes.
Et il faut les mettre au travail vraiment. Mais quand le spécialiste de l'éducation comme vous entend M. Gandéou dire que par le passé, nous avons eu des résultats politiques parce qu'on veut faire plaisir, comment vous réagissez? Moi, je ne... L'école et la Personnellement, politique. oui, alors ça ne fait pas toujours bon ménage. Je ne suis pas sûre parce que... Vous n'êtes pas sûr de quoi? De ce qu'il dit? Qu'il y a eu des résultats Non, politiques? monsieur Maran, Non. je rectifie quelque chose. Ce n'est pas monsieur Guindéou qui a dit ça. C'est la le réalité. directeur, non? C'est le Le directeur. des examens. C'est le DEC même qui l'a dit. Merci. C'est pas monsieur Guindéou. Merci beaucoup. Alors, c'est le DEC en plus qu'il dit, celui qui est chargé franchement de ces examens, il dit officiellement qu'il y a eu des résultats politiques par le passé. Cette manière de s'exprimer l'engage lui. Moi, personnellement, je n'ai pas à me prononcer sur le fait que des résultats soient politiques ou ne soient pas politiques. Encore une fois, moi j'insiste, je me place du point de vue des élèves et pas d'un DEC. Non, sérieusement, je dis, un enfant qui arrive et qui vous dit j'ai échoué, c'est de lui que je parle, ce n'est pas les propos du DEC que je vais commenter. Donc la question quand on dit de faire le diagnostic... Mais en vous plaçant toujours du côté des enfants, oui. Si on vous disait que l'élève Célestin Mara a réussi parce qu'il n'a pas le niveau, mais on veut faire plaisir au préfet de chez lui ou au ministre, comment vous réagissez? Il sera de toute façon rattrapé. Ah. Bien sûr, parce que c'est un processus. Faire des études, c'est un processus. Donc, si vous réussissez au baccalauréat parce qu'on veut faire plaisir au préfet de votre région, etc., si vous entrez à l'université, à un moment donné, vous serez confronté à vos limites. Oui, mais est-ce que ce n'est déjà pas un fait à bannir? Est-ce que vous parlez un peu comme Ce si, n'est pas si vous normal. le cautionnez? Non, pas du parce tout. Parce qu'en vous écoutant, j'ai Non, l'impression que vous dites, ben, ça fait rien, quoi. Non, ce n'est pas que ça ne fait rien, mais en même temps, je ne peux pas apprécier des situations dont je ne suis pas directement au courant. D'accord. Monsieur Oumenou, je vous cite le porte-parole du Front d'action des syndicats de l'éducation qui dit « Si l'enseignant est mal formé, incompétent, inconscient et mal motivé, il n'y a pas de miracle en pédagogie. » Bien. Bon, vous savez, c'est vrai, ce secrétaire général du syndicat, il a peut-être raison, hein, mais moi, je ne mets pas en cause la compétence de nos enseignants, que ce soit au primaire ou au secondaire, parce que c'est que ces derniers temps, notre État a consenti beaucoup d'efforts pour former des enseignants dans les écoles normales et d'instituteurs, les écoles normales supérieures. C'est vrai. Maintenant, une chose est de former ces enseignants-là, une autre chose est de leur donner des instructions officielles pertinentes, adéquates. Si on leur recommande des formules pédagogiques qui ne servent à rien, des formules pédagogiques peu pertinentes ou peu valides, on ne s'étonne pas après que les résultats escomptés ne soient pas au rendez-vous. Maintenant, je vais commenter un peu... Non, par rapport à ce que vous dites Oui. Vous ne doutez pas de la qualité des enseignants. En tout cas, pour ceux qui ont été formés dans les écoles normales, Oui, je poursuis un peu sa phrase, parce qu'il dit qu'il y a la question du profil des enseignants, inadapté aux exigences de l'approche par compétences. Plus de 80% d'enseignants ANPE, volontaires, qui n'ont pas la formation. J'ai déjà évoqué ce facteur démographique tout à l'heure. L'éducation au Bénin s'est massifiée. Hein. Vous allez dans chaque village, vous avez un CEG. Mais pendant qu'on crée le CEG, il n'y a pas d'enseignants formés, il n'y a pas de professeurs pour encadrer les enfants. À ce niveau aussi, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a des écoles qui ont été créées mais aujourd'hui, en se fondant sur un facteur politique? Chaque communauté villageoise veut avoir son collège. Donc on essaie de voir le député du coin qui va voir le ministre pour dire, écoutez, monsieur le ministre, il faut penser à mon village, nous avons des écoles primaires, nos enfants, ils font 10 km, 15 km pour aller au collège qui est dans l'autre village. Donc aujourd'hui, on crée des sujets partout. Maintenant, pendant qu'on crée, il n'y a pas d'enseignants déjà formés. On regarde autour de soi, quelques grands frères des élèves, eux, ils essaient d'avoir le bac, on dit, bon, toi, tu vas venir enseigner les maths, toi, tu vas enseigner le français, et puis c'est comme ça que ça commence. L'encadrement, à ce niveau, n'est pas forcément de bonne qualité. Donc, lorsque vous prenez peut-être 100 enseignants, vous allez voir peut-être qu'il y a à peine 40 qui ont été formés dans les écoles normales, qui ont une formation pédagogique professionnelle. Donc, il y a un effort qui doit être encore poursuivi. Malheureusement, la majorité des enseignants n'ont pas le profil qu'il faut. Ça, c'est un facteur. Ce n'est pas le facteur peut-être principal. Moi, j'incrimine d'abord le type d'intervention pédagogique
que l'on impose aux enseignants. C'est quoi le type Oui, les techniques d'enseignement que l'on impose dans le cadre des nouveaux programmes d'études, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche par compétences. Techniques qui ne sont pas toujours en adéquation avec les objectifs pédagogiques à construire ou à atteindre. Est-ce que vous pouvez nous en donner peut-être quelques exemples pour ceux qui nous regardent? Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Par exemple, le travail en groupe qui est imposé en classe. En principe, c'est chaque enfant qui apprend. Et on apprend en interaction avec l'enseignant, qui est le transmetteur du savoir, qui est censé être la référence, le modèle de savoir que l'enfant doit acquérir. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on met les enfants ensemble, on dit, bon, débrouillez-vous, et puis un groupe propose quelque chose qu'on met au tableau, et l'enseignant corrige un peu, on dit, bon, c'est ça la connaissance. Il n'est pas évident que, au sorti de cette façon d'apprendre, l'enfant retienne grand-chose comme connaissance pertinente. Un autre exemple peut-être encore. Bien. Quand vous prenez la manière d'évaluer, par exemple au CEP en 2016, vous voyez des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans qui ont fait le CM2 et qu'on veut évaluer. Qu'est-ce qu'on leur donne comme sujet? On dit, bon, il y a eu les élections chez nous dernièrement et on a remarqué qu'il y a le phénomène d'achat de conscience. Qu'est-ce que vous en pensez? Un gamin de 9 ans, 10 ans, qui va parler d'achat de conscience, même moi qui suis adulte, achat de conscience là, la résonance n'est pas évidente pour tous les béninois de ma génération. Pour votre raison, vous prenez quelqu'un de 9 ans, 10 ans. Donc le contenu des programmes est au-dessus. Si oui, parfois les épreuves sont inadéquates, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas valide. Et la responsabilité du type d'épreuve imposée aux candidats est également très grande dans les échecs que nous déplorons. Ça c'est clair. Il faut qu'on expertise vraiment aussi notre dispositif d'examen. Monsieur Kendéou, quand j'entends ça, l'approche pédagogique. Oui, avant. D'abord réagir. Oui, vous allez réagir. Laissez-moi vous poser la question. Vous pouvez toujours réagir à ce qu'il a dit. Oui. C'est pour compléter un peu ce qu'il dit. Quand on entend que l'approche pédagogique est imposée, parce que j'ai entendu ça, c'est le mot que j'ai entendu, imposée. Est-ce que ça veut dire que les enseignants, les pédagogues que vous êtes, ne sont pas impliqués à la décision relative à l'approche pédagogique? Qui impose quoi à qui? C'est ça la question. Ce que vous devez savoir, c'est chaque État qui définit la politique éducative dans le pays. En impliquant naturellement les acteurs. Oui, les acteurs. Voilà, c'est la question. Est-ce que les acteurs sont suffisamment impliqués? Oui. Bon. Maintenant, vous voulez réagir à ce qu'il a dit? Oui, je voudrais dire que je ne partage pas son point de vue par rapport à l'approche par compétence. Okay. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que nous balayions, c'est-à-dire que nous relayions. Je n'attaque pas l'approche par compétence. Vous allez réagir. J'ai attaqué le type d'intervention pédagogique. Oui, attendez qu'il s'exprime. Vous pourrez réagir après. Je voudrais faire un développement qui va un peu en contradiction avec ce que vous avez dit. D'accord. Je crois que ça va vivifier un peu le débat. Allez-y. C'est-à-dire, ne voyons pas que le côté négatif des approches par compétence. Ça a des lacunes, certes, oui. Mais le fait de dire que les apprenants... Vous savez que si le jour où nous allons réussir à bien mettre en application cette approche par compétence, nous allons voir que nos apprenants qui sortiront pourront être beaucoup plus actifs. Tout à l'heure, il disait que normalement que c'est l'enseignant qui est le détenteur du savoir. Oui. Et c'est ça que les approches par compétences combattent un tout petit peu. Parce que vous savez, tel que nous faisions les cours, je crois en 98, en 80, même jusqu'en 2000, 2000 et quelques, c'est que vous venez, vous introduisez quelque chose, un sujet et qui a trait à ce que vous voulez faire, juste pour parler un peu de ça et faire dicter, c'est-à-dire expliquer tel que vous l'avez compris. Maintenant, on nous demande, les approches par compétences, professeur Romain, on nous demande maintenant de proposer des supports aux apprenants, quitte à eux-mêmes de faire des recherches. Il a donné un exemple concret, il a dit, je ne sais pas, l'apprentissage en groupe. Oui, c'est ça que j'ai dit. Oui. C'est ça que j'attaque surtout. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur ce point, parce que, vous voyez, il y a certains apprenants qui sont assez timides, qui ne parviennent pas à retenir facilement des explications que propose l'enseignant. Mais lorsque vous prenez, par exemple, ce même apprenant, que vous mettez en confrontation avec les siens, vous allez remarquer
qu'il parvient aisément à poser certaines questions aux amis. Bon, je suppose que nous soyons dans le même groupe parce que c'est ce qu'il dit. Peut-être le tableau est là. Et voilà que nous nous faisons face ici. Ça, c'est des choses que nous pouvons corriger, je suis d'accord. Monsieur Oumenou, comment tu as compris? Moi, voilà ce que j'ai compris. Comme il sait que c'est un ami, lui pourra facilement expliquer. Et vous savez que les professeurs ont un niveau qui se trouve naturellement au-dessus de celui des apprenants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leur jargon, ils se comprennent mieux. Donc, si on développait, on parvenait à réussir cet apprentissage, c'est que ça permettra aux apprenants, déjà à la sortie, de maîtriser beaucoup plus. Et on leur donne aussi la possibilité de poser des questions. Quand vous finissez, c'est que si l'apprentissage est bien conduit, c'est qu'à la fin, l'apprenant doit pouvoir retenir quelque chose. Normalement, s'il suit très bien, il doit pouvoir retenir quelque chose de ce qu'on a dit. On ne demande pas forcément à l'apprenant de donner la meilleure réponse. Sa réponse peut être fausse. C'est le rôle maintenant de l'enseignant, c'est d'aider l'apprenant à construire le savoir. Voilà ce que je voudrais dire. Donc, il n'y a pas que le côté négatif que nous allons faire sur là. C'est une politique qui a été déjà, s'il parle d'imposition, mais c'est une imposition à grands frais. Donc, remettre ça en cause. Là aussi, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Vous avez été suffisamment impliqué parce que lui, il a dit que les approches ont été imposées. Ça fait partie. Tout à l'heure, vous avez demandé les causes. C'est que s'il y avait la chance que cette question, si la question m'avait été posée, ce que je répondrais, c'était simple. Parce que vous voyez, quand on parle des causes, il y a la première cause, c'est la cause institutionnelle. Ça dit, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Développez votre pensée. Qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait qu'il devrait faire? Bon, vous savez, il y a peut-être c'est des réalités que nous, qui sommes enseignants, nous ne maîtrisons pas certainement. Mais quand, tout à l'heure, il a fait un bon développement qui rejoint vous. Oui, qui rejoint un peu ma pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir une carte scolaire. Si on n'a pas de carte scolaire, ça ne vaut rien. C'est-à-dire, vous dites, il faut qu'il y ait une école dans telle commune, dans tel village. Avant, normalement, que ça ne soit opérationnel, il faudrait d'abord, dans un premier temps, essayer d'analyser d'abord les moyens de l'État. Si je créais, par exemple, ces 2 classes, combien d'enseignants pourraient, par exemple, animer les cours dans ces 2 classes? C'est des questions qu'on devrait normalement se poser avant maintenant de créer l'école. Mais généralement, c'est qu'on crée l'école, comme il a dit, de façon politique, et maintenant, les retombées arrivent et deviennent insupportables par l'État. Oui, mais vous oubliez le facteur démographique. Vous oubliez le facteur démographique. La population s'accroît, les enfants naissent. Oui, il faut qu'ils aillent à l'école. C'est pour ça que nous devons avoir, je parle aussi de cadre. Quand on parle de cadre scolaire, il y a tout ça. Il y a le recrutement aussi. C'est-à-dire que l'État doit définir une politique. Et c'est à long terme. Il doit définir une politique. Il dit, ben voilà, je dois créer tel nombre. C'est-à-dire avoir, parce que gouverner, c'est prévoir. On sait par exemple que nous sommes 10 millions ou on tend vers 11 millions déjà en 2016. On peut se dire dans 5 ans, dans 10 ans, il y a les études statistiques qui peuvent être faites dans ce domaine où nous savons que dans 5 ans, dans 10 ans, nous pourrons être à tel niveau, nous pouvons avoir, la population pourrait atteindre peut-être 15 millions. Et là, avoir le développement, vous avez parlé de la démographie, de telle région, nous pourrons avoir telle chose. Donc, c'est des études. On ne peut pas se lever seulement et créer. C'est ça que je dit. Si on ne fait pas ces études en amont et on crée, par exemple, un collège, vous êtes d'accord que ça va souffrir d'infrastructures d'abord. Des fois, il n'y a même pas de table. Je crois qu'à l'université, ils rencontrent davantage cela. Il n'y a même pas de table, il n'y a pas de mobilier pour on crée et les enfants vont se débrouiller. Vous avez relayé plusieurs fois, où vous constatez que c'est sous les arbres que les enseignants essaient de... Madame Naporne, j'ai entendu vos collègues par rapport à une question précise. Tout le monde en parle, les nouveaux programmes, l'approche par compétences. Je vais avoir votre avis là-dessus. Il a dit qu'il y a des choses à tirer, des enseignements, de bonnes choses positives à corriger. Lui, il a trouvé 2 exemples concrets qui prouvent qu'il y a problème au niveau de l'approche par compétences. Qu'est-ce que vous en dites, madame? Alors, l'approche par compétence est un ensemble de stratégies, de démarches. Ce n'est pas une seule démarche. La démarche qui a été privilégiée dans notre pays, c'est le travail
en groupe. Par rapport à ça, justement, pour mieux, je pense, traduire ce que mon collègue Roumenou venait de dire tout à l'heure, c'est que le travail en groupe a été imposé et s'exécute en tout temps, en tout lieu, pour systématiquement tous les apprentissages. Et moi, je pense que ça doit être un peu à la carte. C'est en fonction de ce qu'on a travaillé avec les enfants qu'on va faire ce travail en groupe, mais vous n'allez pas faire le travail en groupe pour tout. Or, effectivement, quand on entre dans les classes, c'est complètement affreux. Les enfants sont disposés comme ça. Toute l'année, quand ils viennent le premier jour, quand on dispose les tables, c'est cuit. Ils resteront comme ça jusqu'à la fin de l'année. C'est le premier enseignant en plus qui arrive, qui fait les répartitions, qui fait les groupes, etc. Donc, pour toutes les disciplines, ils vont être dans le même groupe, ce qui n'est pas normal. Moi, je dirigeais un mémoire comme ça sur le travail en groupe. Et à l'enseignante, à la stagiaire, justement, quand on a eu les premiers résultats, je lui ai dit, mais qui est-ce qui a fait les groupes? Elle m'a dit, c'est le prof de français quand il est arrivé. Je dis, mais non. Et donc, vous avez utilisé le groupe du prof de français, mais les élèves n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas les mêmes compétences. Ce que vous allez faire à partir des résultats que nous avons obtenus, là, pour cette SA, vous allez maintenant faire vos groupes. Donc, vous allez un peu équilibrer les groupes, ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons, etc. Ça, c'est situation d'apprentissage. Situation d'apprentissage. Et quand elle a fait ça, elle s'est rendue compte justement que les résultats étaient différents parce que les enfants redistribués travaillaient autrement. Donc, le travail en groupe, moi, je suis d'accord, mais pas en tout temps, en tout lieu, de façon systématique. Et qu'est-ce que vous relevez et ça n'avait pas été conçu comme ça non plus. Comme bonne chose au niveau de ces nouveaux programmes, qu'est-ce qui vous paraît intéressant? Le fait de mettre les enfants à contribution, c'est intéressant. Je pense que ça, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'avant, les gens ne faisaient rien. Parce qu'il y a eu des enseignants qui avaient une certaine marge de manœuvre avant et qui donnaient la parole aux élèves, qui les faisaient chercher, etc., qui invitaient des cadres ou quand toi ton père est agronome ou qu'il est médecin pour venir parler de certains thèmes aux élèves, etc. Mais ça se faisait avant. Aujourd'hui, c'est encore recommandé. Je ne sais pas dans quelle mesure les enseignants arrivent à le faire, mais il y a de bonnes choses. Le fait de les mettre à contribution, de les faire travailler, effectivement, c'est bien. Et il faudrait donc arriver à le faire de façon durable. Et là, je suis d'accord avec lui que l'effectif pléthorique d'une classe, quand vous avez 90 élèves, ce n'est pas possible de suivre convenablement chaque élève. Si vous en avez 30, c'est plus simple que si vous avez 3 fois plus. Oui, mais ça pose une grosse question. L'équation est difficile à résoudre. On dit, il y a, comment dit-on, chiffre c'est pléthorique, mais dans le même temps, on dit qu'il ne faut pas créer les écoles n'importe comment. Comment on arrive à... Ben, ça veut dire qu'à un moment donné, on est passé à côté de la planification. C'est ça. On est passé à côté de la planification. Maintenant, il faut regarder la situation en face. Oui, et il faut voir dans quelle mesure est-ce qu'on règle le problème. La gratuité n'a pas arrangé grand-chose non plus. On va en parler tout à l'heure. Avant cela, monsieur Oumenou, Oui, est-ce qu'il n'est pas temps, je ne sais pas si c'est déjà fait, vous allez me rectifier, est-ce qu'il n'est pas temps d'évaluer ces nouveaux programmes Parce qu'on sent qu'il y a des bonnes choses, il y en a de moins bonnes. Oui, il y a déjà eu des évaluations. Bon. Qu'est-ce que les évaluations ont donné? Qui ont débouché sur la prise de mesures correctives, notamment dans l'enseignement de la lecture, par exemple, au primaire. Hein? Vous allez certainement entendre de plus en plus que même au secondaire, maintenant, on a ramené la dictée sous une autre forme, quoi. Vous voyez. Donc, il y a eu des évaluations, mais ce n'est pas encore suffisant. Le plateau de ce soir, ce n'est pas pour nous de pédagogie. Nous ne sommes pas contre l'approche par compétence. C'est une approche, c'est une philosophie de l'enseignement scolaire qui veut que finalement on fasse construire des compétences, c'est-à-dire des savoirs agir en situation aux apprenants. Et il s'agit de donner du sens aux apprentissages qu'on fait faire aux élèves. Pas seulement enrichir des connaissances qu'on récite, mais que les enfants puissent, au terme des apprentissages, acquérir des savoir-faire
savoir agir en situation. L'erreur que nous avons faite au Bénin, c'est de penser qu'il n'y a qu'une seule voie pour construire ces compétences-là. C'est une philosophie qui vient de l'enseignement technique, là où nous formons nos ouvriers en bois de bâtiment, nos techniciens industriels. Mais l'évaluation que vous évoquez ne nous donne pas l'impression que ça a été efficacement fait, puisque les résultats que nous venons d'évoquer, c'est après ce que vous appelez l'évaluation, les corrections. Oui, c'est cela. Je dis qu'il y a une responsabilité du système d'évaluation, étant donné que beaucoup d'épreuves ne présentent ni la pertinence, ni la validité. Par exemple, il faudrait... Je vais vous donner l'exemple du CEP. On a demandé aux enfants de 9 ans de commenter l'achat de conscience. Il n'est même pas sûr qu'un enfant de terminale... ce qu'on appelle l'achat de conscience. Ou bien même en simple dessin, on demande aux élèves de Cotonou, d'Aplahoué, de Parakou, de Malanville, de dessiner une calebasse. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves d'écoliers qui ont vu maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, là, qui savent même ce que c'est qu'une calebasse, quoi. Vous voyez, ce que l'enfant n'a jamais vu peut-être de sa vie. Mais comment ça se fait qu'on ne l'enseigne pas et qu'on le demande? Oui, c'est là où il y a un problème. Est-ce qu'on tient compte effectivement de la moyenne des connaissances qu'un écolier du CM2 au Bénin est censé avoir rencontré? Si on demandait à quelqu'un à Matéri de dessiner le rail, c'est ça? Bon, enfin, oui, c'est vrai, parce qu'il est très éloigné des rails. C'est cela. Ou bien, il s'est passé une fois, on a dit, bon, vous avez vu à la télé quelque chose raconter. Alors que tous les enfants du Bénin n'ont pas accès à la télévision. Vous voyez, non? Donc il y a ces réflexions-là qui ne se mènent pas pour trouver des épreuves, de sorte que ces mauvais résultats ne sont pas forcément de la faute de nos apprenants. Ils ne sont pas plus bêtes que les apprenants d'il y a 40 ans. Ils sont même plus éveillés que les gens de notre génération parce qu'ils ont aujourd'hui beaucoup de facteurs de stimulation qui éveillent leur intelligence, qui éveillent leur esprit. Lorsque vous achetez un téléphone portable aujourd'hui, si vous ne connaissez pas, tenez à votre gamin de 10 ans, rapidement, c'est lui qui vous enseigne comment utiliser le portable. Donc ces enfants, ils sont aussi intelligents, sinon plus intelligents que les enfants. Est-ce que finalement ça ne les empêche pas aussi d'étudier? Parce que les enfants qui s'accrochent au portable du matin au soir... Il faut positiver ces nouveaux moyens, simplement. Et intervenir pour réduire peut-être leur nocivité. Très bien. C'est cela. On va poursuivre. Madame a évoqué un sujet, je l'ai arrêté, mais on va en parler. Qu'est-ce que la gratuité a apporté à l'éducation? Quel a été l'impact, que ce soit positif ou négatif, je ne sais pas. Bon, je crois que... D'abord, la gratuité en elle-même. Est-ce qu'elle se vit dans les établissements? Oui, parce que les enseignants se plaignent, voilà, il n'y a pas l'essentiel et on dit c'est gratuit. Apparemment, certains disent que c'est le formateur qui prend tout en charge. Comment vous le vivez, la gratuité? Ben, je crois que s'il en était, pour moi seul, c'est une mesure à revoir. Parce que... Dans quel sens? Oui. Je viens de faire un développement, si vous m'avez suivi. D'accord. Si on ne met pas les infrastructures adéquates, on ne peut pas stimuler forcément. C'est bon de dire, ça fait partie des droits fondamentaux de l'enfant, avoir le droit à l'éducation, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les dispositions prises par les institutions étatiques pour accueillir? Parce que c'est tout comme si vous nous invitez sur votre plateau et il n'y a pas de mobilier sur lequel nous allons nous asseoir. Maintenant, vous voulez animer votre émission, on va rester debout pour animer l'émission, c'est ça. Donc, il faut forcément que nous prenions des dispositions. Il faudrait que l'État... J'ai dit, les décisions politiques, je souhaite que désormais, qu'elles soient beaucoup plus mûries. Si elles ne se trouvent pas être mûries, les conséquences sont là. La gratuité, selon moi, ça permet... peut-être aux enfants de la maternelle, de primaire, ou ceux qui sont peut-être dans les zones très isolées, d'accord, oui, les zones rurales, ça permet peut-être à certains d'aller à l'école pour la première fois. Je suis d'accord. Mais normalement, déjà au secondaire, on ne peut pas prétendre continuer cette gratuité avec le niveau actuel. Même pas pour les filles, pour corriger le déséquilibre. Quelle fille? C'est ça. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous dites ça, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on dit ça... C'est pas moi qui dis ça. Non, quand on fait ça, c'est comme une ségrégation. Je commande une décision qui veut encourager... C'est comme une ségrégation. Et je souhaite, si c'est possible, de supprimer ça. Ah.
ça arrangerait beaucoup les choses. Je l'ai dit, je mesure un mot. C'est-à-dire supprimer la gratuité pour Supprimer les la filles. gratuité, même jusqu'à un niveau donné. L'État peut subventionner, selon moi, même au primaire, l'État peut subventionner un tant soit peu, comment dirais-je, l'éducation peut-être des enfants pour permettre à quelques-uns d'avoir accès à l'éducation. Et on peut s'entendre pour que ça soit zonal. Si par exemple on voit que ceux qui sont à Cotonou, bon, nous allons dire que le Bénin profond c'est à côté de nous, hein, c'est pas forcément, il y a des gens qui sont à Cotonou qui sont pires que ceux qui sont au village sud, d'accord, mais ça n'arrange pas les choses parce que nous n'avons pas encore les moyens de notre politique. On ne peut pas faire ça. Et surtout au secondaire, quelle est cette logique? On va dire que c'est la déscolarisation précoce des filles qui motive le fait qu'on demande. J'ai dit, mais madame est là, madame, vous devrez normalement réagir pour dire non. Parce que c'est tout comme si la femme ne peut pas. Je dis non. Il y a des femmes qui sont, comment dirais-je, plus fortes, oui, des battantes. Et il faut forcément stimuler cela. Madame, est-ce que vous avez la même lecture par rapport à la gratuité des filles, en l'occurrence? La gratuité de la scolarisation des filles. Oui, c'est de ça que je parle. Lui dit qu'il faut supprimer, je reprends vos oui, mots, il faut supprimer pour permettre. Parce que, M. Baran, je n'avais pas terminé mon développement là. Oui. Vous savez, j'ai la chance. Parce que vous l'avez interpellé, c'est pour ça que je lui donne vite la parole. Vous avez dit, il y a une femme qui est là. Oui, j'ai la chance d'être professeur. Bon. Et je crois que ça pèse beaucoup sur l'État. Parce que normalement, ce n'est pas en octobre. Vous voyez, on dit qu'il faut subventionner. Parce que c'est normal, il faut d'abord subventionner avant de rendre ça gratuit. Mais l'État dit, bon, c'est gratuit. En tout cas, jusqu'à l'année dernière, c'est gratuit. Et on commence la rentrée et c'est peut-être 6 mois, 7 mois que les subventions, une partie des subventions vient dans les collèges. Mais si vous êtes directeur, il y a des directeurs qui ont eu des difficultés pour mener à bien les activités pédagogiques. Pour acheter de la craie, pour acheter des feuilles, pour faire le tirage des épreuves, ça crée énormément de problèmes. Mais si c'est ça, si nous n'avons pas encore les moyens, autant faire comprendre ça aux parents. On peut réduire le taux de scolarité, les frais de scolarité peuvent être revus à la baisse. Mais dire qu'on va supprimer, ça crée plus de problèmes dans les collèges. Je peux la laisser maintenant réagir par rapport à la gratuité de l'éducation pour les filles? Non, effectivement, je suis d'accord qu'on encourage les filles ou qu'on encourage les parents, est-ce que je vais parler de sensibilisation, qu'il y a un intérêt à scolariser tous ces enfants, qu'il s'agisse des garçons ou des filles. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Il a fallu que je sois... on me demande de faire un travail de recherche là-dessus pour que je me rende compte que j'ai été privilégiée alors que moi, je ne me suis jamais posé de questions pour aller à l'école, même pour faire de hautes études. Et c'est vrai que la perception, c'est que les filles, on n'a pas besoin de les mettre, en tout cas dans beaucoup de régions, les pesanteurs sont très fortes et on sacrifie très facilement une fille au profit d'un garçon. Et donc, les gens pensaient effectivement la gratuité, mais on n'a pas vraiment les moyens de cette gratuité-là, parce que les subventions n'arrivent pas tôt, ou alors les gens n'ont pas du tout. Il y a quelques semaines, c'est la directrice du lycée des jeunes filles de Parakou est venue à la télévision pour dire qu'elle n'avait pas encore reçu les subventions et que si on pouvait les lui donner à temps, ce serait une bonne chose. L'année dernière, j'ai été visiter le CEG d'Igbo Iroko et le directeur me faisait comprendre justement qu'il n'avait pas encore reçu les subventions et c'était au mois de juillet. Donc, il y a vraiment un problème et je pense que si on sensibilise les gens, il y en a qui seraient prêts à faire des efforts pour scolariser leurs filles eux-mêmes. Vous pensez que c'est réversible aujourd'hui qu'on a appris à nos parents dans les villages que alors ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile.
Ça va être difficile. Et en plus, ça a été étendu au second cycle. J'ai appris, donc ça n'arrange pas vraiment la Et situation. si je vous lis, disons, un petit paragraphe du projet de société du candidat à l'époque, le candidat Patrice Talon, je lis ici définir une carte scolaire pertinente, et puis en deux, il dit maintien de la politique de la gratuité des frais de scolarité. Donc ce n'est pas pour demain, hein, si on doit appliquer son projet de société. Non, alors s'il dit qu'il veut maintenir, je pense qu'ils vont chercher Les ressources. Les ressources, oui. Il y a une commission, on va attendre les résultats. Si la commission ne remet pas en cause le programme, ça veut dire donc qu'ils vont chercher les ressources pour continuer, pour subventionner et pour les faire dans les délais requis, surtout pour que les établissements puissent fonctionner convenablement. Très bien. Je ne sais pas si on a suffisamment parlé de Non, l'insuffisance du matériel. On peut compléter Oui, cette affaire de gratuité, c'est vrai. Et si on est dans un pays où une grande partie de la population est pauvre, c'est de bon ton que le gouvernement pense à aider les couches les plus vulnérables, pense à instituer une discrimination positive pour encourager la scolarisation des filles notamment. Mais de l'autre côté, il faut aussi se dire que la gratuité déresponsabilise. Lorsque quelque chose est gratuit, on ne se sent pas engagé. Je dis, de toute façon, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Or, si un parent a payé ne serait-ce que 2000 francs de frais de scolarité pour sa fille ou bien pour son garçon, il va avoir à cœur que cet enfant-là prenne au sérieux ses études, quoi. Mais avec le retard des subventions, est-ce que finalement les parents ne le font pas? À la limite, ce qu'il faut faire, tout en conservant cette politique sociale, on peut demander que les parents paient au moins la moitié des frais de scolarité que tout le monde paie là. On dit, il y a une petite exonération, il y a une exonération qui est accordée à telle ou telle couche, quoi. Mais pas dire que c'est gratuit. Ça déresponsabilise. Il faut que l'on apprenne le sens de responsabilité à nos populations, aux citoyennes du Bénin. Très bien. J'ai lu, on a évoqué déjà la question, mais je veux qu'on approfondisse là-dessus. On a parlé de la qualité des enseignants et tout, mais déjà le statut des enseignants est un peu compliqué parce que on ne comprend pas bien. Il y a les contractuels, il y a les vacataires, il y a les communautaires, il y a les volontaires, il y a les ANPE. Tout ça, est-ce que ça ne fait pas confusion? Non, ça ne fait pas confusion. Vous savez, on est parti déjà de... Est-ce que tout ça n'est pas à l'origine justement de la mauvaise qualité des enseignants, si on peut... Oui, nous avons déjà dit que lorsque nous prenons la population enseignante, si on prend le secondaire ou le primaire, sur 100 enseignants, vous avez peut-être 40 qui ont été formés pour enseigner. Et les 60 autres là, ce sont... encore parmi les volontaires, vous pouvez avoir des gens qui ont été formés, mais qui n'ont pas eu la chance d'être recrutés encore. Mais il se fait qu'il y a toute une catégorie d'enseignants qui n'ont pas le profil. Ils ont peut-être terminé leurs études générales à l'université, quelqu'un a attrapé une licence en SVT par exemple, ou bien en géographie, ou bien quelqu'un a fini son BEPC au cours secondaire, il traîne au village, on a créé l'école, on a besoin de maîtres, il n'y en a pas de formés autour, mais on dit Gaston, il vient s'occuper des enfants. Oui, c'est cela. Donc les communautaires, tous ceux dont vous avez parlé là, ils font partie donc des catégories qui n'ont pas le profil. Mais aujourd'hui, si on parle de volontaires, une bonne partie de ces volontaires est constituée de gens qui ont fait les écoles normales d'instituteurs, les écoles normales supérieures, mais qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être recrutés par concours ou bien par d'autres canaux, quoi. Donc ceux-là aussi sont dans la population. Et il est effectivement important que dans les années à venir, une politique soit mise en place, en œuvre, pour pouvoir récupérer disons, ces gros effectifs d'enseignants qui n'ont pas le profil adéquat. Monsieur Guindéou, il y a un syndicaliste qui a dit purement et simplement il faut supprimer les vacataires et les volontaires. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, là, c'est créer plus de problèmes. Et voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Je crois à mon humble avis que ce ne serait pas possible, monsieur Maman. Parce que même avec ce gros effectif dont vous parlez, nous avons déjà, il y a beaucoup de problèmes. Nous venons de parler tout à l'heure, ça fait partie des causes d'échec. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. Donc maintenant, les éliminer, ce serait un peu plus comme ça. C'est rajouter un peu plus au problème. Oui. Donc moi, je crois que
Ceux qui sont déjà dans le système, il faudrait forcément une politique. Et là, excusez-moi, le directeur est interpellé. Il faudrait quand même qu'on active plus la formation des enseignants. Qu'on motive. Vous voyez, par exemple, certains sont oubliés de Oui, payer. quand vous avez dit formation, beaucoup ont ajouté le qualificatif formation continue. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Oui, quand on dit formation continue, il ne s'agit pas seulement de faire une formation ponctuelle. Une année, il dit, bon, maintenant, il est formé. Non. Vous savez ce qu'on appelle recyclage. C'est indispensable. Même les professeurs, même nous qui sommes déjà professeurs, il nous faut de temps à autre des recyclages. Et c'est là où l'inspection pédagogique est interpellée aussi. Les gens, ils font déjà beaucoup d'efforts parce qu'ils sont en nombre très inférieur, mais ces derniers se battent en s'appuyant sur les conseillers pédagogiques pour transmettre un peu plus d'informations, même si ce n'est pas une formation, des informations très utiles aux enseignants pour mieux faire. Monsieur Oumenou, très rapidement, le temps va très vite. Puisqu'on parle de formation, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de la création de ces ENI au niveau de nos départements? Qu'est-ce que ça a apporté? Oui, il faut dire que nous avons eu la malchance d'avoir connu dans les années 80 les programmes d'ajustement structurel qui avaient fait qu'on avait dû fermer toutes les écoles de formation des enseignants, que ce soit les écoles normales d'instituteurs ou les écoles normales intégrées, on les appelait ainsi à l'époque, ou les écoles normales supérieures. Bon, maintenant, au début des années 2000, l'État béninois s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas améliorer la qualité de l'éducation nationale si on n'avait pas des enseignants de bonne qualité. C'est pour ça qu'on a dû procéder encore à la recréation des écoles normales d'instituteurs. On en a aujourd'hui 7. On a créé, en plus de l'école normale supérieure de Porto-Novo, qui était la seule école normale supérieure, qui formait donc les enseignants du secondaire. On a créé 2 nouvelles écoles normales supérieures, notamment l'école normale supérieure de Nati Tengu et l'école normale supérieure de l'enseignement technique à Lokossa. Ces dernières écoles étant chargées. Est-ce qu'elles ont permis d'améliorer la formation? Bien entendu, puisque les premières promotions sorties de ces écoles-là enseignent déjà, et ont même été recrutées par concours, à la faveur des concours qu'on a organisés fin 2013 et en 2014. Donc les premières promotions titulaires du BAPES notamment, et même certains titulaires du CAPES sont déjà de plein pied donc, dans le corps enseignant du Bénin et rendent des services à l'État. Mais il faut amplifier ce processus, notamment au profit de la grande partie des enseignants qui n'ont pas encore été formés, qui n'ont pas encore reçu la formation initiale. Et le collègue Goné vous parlait de formation continue tout à l'heure. La formation initiale. Il faut qu'on les forme pour devenir des enseignants. Et on a eu une expérience ces dernières années avec les élèves enseignants reversés, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. L'État a aidé des partenaires techniques financiers, a pu ainsi améliorer le profil de près de 8000 enseignants dans le secondaire. Des gens qui n'avaient vraiment reçu aucune formation. On a responsabilisé les écoles normales supérieures pour leur donner la formation qui convient afin d'en faire soit des professeurs adjoints, soit des professeurs certifiés dans les différentes disciplines enseignées dans les établissements d'enseignement secondaire. Madame Laporte, j'ai écouté un syndicaliste qui est passé sur la radiodiffusion nationale et j'ai pris quelques notes dans les propositions qu'il faisait. Il a pris l'exemple de l'enseignement supérieur. Il a dit qu'il y a une politisation à outrance dans le milieu de l'éducation. Certains directeurs ne valent pas franchement des directeurs et il proposait qu'on fasse élire certains directeurs d'établissements comme on le fait au supérieur. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Élire quel genre de directeur? Par exemple, un directeur primaire, secondaire, que ce soit les maîtres qui le désignent plutôt. Enfin. Ailleurs, par exemple, pour le secondaire, je sais que c'est sur concours que les gens deviennent principaux ou proviseurs. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Comment ça se passe ici? Comment on les nomme? On nomme les chefs d'établissement, mais il y a, enfin... sur la base de il y a des critères. Voilà, les critères énumérés, quelques critères pour qu'on sache si c'est efficace cette façon de nommer. Mais il y a des critères à remplir. Par exemple, avant d'être directeur de CEG, les gens passaient souvent par
la surveillance générale et par le censorat avant d'être directeur de CEG. Donc, ce n'était pas quelque chose d'improvisé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y en a, je n'ai pas de nom en tête, je n'ai pas de localité non plus. Mais j'ai entendu dire que certains pouvaient directement être nommés sans être passés par la surveillance générale ou par le censorat. Et je pense que ça met un peu de désordre dans la gestion du système. Vous voulez appuyer par Non, rapport non, aux vous critères? savez- Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est efficace? La façon dont les directeurs sont nommés. Oui, classiquement, que vous preniez le primaire ou le secondaire, on nommait donc les chefs d'établissement à partir d'une certaine liste d'aptitudes. Lorsque vous prenez le primaire, il fallait que la personne qui est candidate au poste de directeur ait déjà obtenu son cap. Qu'est-ce que cette personne? Une certaine ancienneté, hein, reclassée peut-être dans la catégorie B avant d'être nommé directeur. On tenait compte donc de l'ancienneté, de l'expérience professionnelle. Dans le secondaire aussi, si je prends l'exemple de M. Guénou qui est professeur certifié, ce n'est pas après 5 ans d'exercice qu'on vous nomme, c'est pratiquement à 5 ans de la retraite que les gens deviennent directeurs de CEG ou proviseurs. Et ils ont eu peut-être le temps d'être surveillant général en temps ou censeur. Donc il faut vraiment avoir accumulé beaucoup d'expérience. Il se fait que, à la faveur de la massification, l'État peut-être a été débordé aussi, de sorte que, avec les nouvelles créations, on prend celui qui est disponible dans le milieu. Hein. Et on a nommé même des gens, des enseignants reversés, directeurs, censeurs, parce qu'il n'y avait pas d'autres compétences peut-être dans le milieu. Je vois. Très bien. On est enfin. Oui, dites quelque chose parce que. Par rapport à ce qu'il vient de dire, on suit le grade et une liste d'aptitudes. Tout à fait. Il faut obligatoirement que, bon, je crois que c'est une anomalie que vous soyez AE1 et que vous soyez directeur. On a vu ailleurs, je crois que M. Maran parlait des actions négatives dans ce sens, où on a politisé. Il fut une année, ou disons des années où la direction a été politisée. Et tout ça, ça participe. Parce que de l'échec, hein, je dis, hein, des candidats. Pourquoi? Parce que un gradé qui est là et qui voit, par exemple, se faire chapeauter par quelqu'un qui n'a pas son niveau, il est frustré. Et par rapport à ça, soit il ne vient plus, ou du moins il ne donne plus le meilleur de lui-même. Et l'autre, sachant pertinemment qu'il lui dépasse en grade, a même peur de lui faire des remontrances. Alors que lorsqu'on vous met quand on était élève, quand on vous met un directeur, ça se passe de commentaires. D'abord, c'est le profil de la personne et ses aptitudes, ses grades font de lui une personne déjà respectée. Ce qui permet alors, ce qui donne un essor pédagogique à tous les enseignants et qui améliorerait les résultats. Merci beaucoup. On est en fin d'émission. Le temps passe très vite. On va faire un dernier tour de table, à commencer par vous, avec, c'est sûr que vous l'avez déjà dit, mais synthétiser, c'est quoi le remède en quelques mots? Bon, je crois que... C'est votre mot de fin, pas votre dernier mot. Ok, merci. Je crois que je vais m'adresser à l'État, qui fait déjà des efforts. Certes, on l'a fléché un peu, mais on demanderait alors à l'État de revoir davantage le système éducatif et d'anticiper. Parce que les échecs sont aussi liés aux grèves. L'État doit avoir le sens, on dit gouverner, je répète, c'est prévoir. Donc l'État doit avoir le sens d'anticipation pour que les partenaires sociaux, et nous revenons maintenant aux partenaires sociaux, les partenaires sociaux aussi contribuent un peu, parce que souvent on ne parle pas d'eux. Il faut nécessairement, parce que je n'ai jamais vu une grève organisée par les partenaires sociaux qui a comme ligne et faisons tout pour que désormais les enseignants fassent d'efforts. Nous revendiquons, on ne revendique pas l'argent, mais il faut forcément faire temps. Il faut forcément faire, parce que la formation syndicale s'impose. Donc il faut forcément qu'ils trouvent les voies et moyens pour le faire. Il faut que l'État réalise et suive réellement la carte scolaire. Que nous ayons, comme il a dit, une formation continue et une formation d'abord initiale. Il y a un système qui a disparu et qui fait maintenant que c'est après la maîtrise à l'université qu'on va maintenant dans les écoles pour faire le CAPES. Or, normalement, après 1 an, 2 ans, c'est que celui qui vient enseigner est déjà orienté et il continue
sa formation pédagogique à l'université. Merci, Madame Naporne, votre mot de conclusion en proposant des remèdes, comme il l'a dit, si vous avez à compléter ce qu'il dit. Je n'ai pas de remède parce que je pense que pour le système, ce ne sont pas les recettes que nous allons énumérer ici qui seront forcément mises en application. Pas forcément, je pense qu'il y a c'est non, une réflexion. personnellement, oui, c'est une réflexion, mais moi, je ne suis pas actrice directe. Oui, je ne suis pas actrice directe, je suis enseignant-chercheur, donc je pense qu'il faut étudier à fond les facteurs qui posent problème. Et il faut vraiment mettre les choses à plat. Je pense que nous n'avons pas souvent le courage de regarder les choses qui nous dérangent en face. Et pour une fois, avec ces résultats, je pense qu'il faut vraiment regarder la situation en face. Et quand on va proposer des solutions ou les recommandations, etc., il faut aussi avoir le courage de les mettre en œuvre, pour Merci. une fois. Merci Oui, beaucoup. M. Marat. Monsieur Oumenou, votre mot Oui, de conclusion. la première des choses, il faudrait que notre État puisse maintenant prendre à bras le corps le problème de la maîtrise de notre démographie. Ça c'est la cause première de la dégradation, non seulement de la qualité de l'éducation, mais aussi du système de santé. Il faudrait que nous puissions maintenant courageusement dire il faut maintenant que nous puissions agir pour freiner quelque peu la croissance démographique. Ça aura des résultats à moyen ou à long terme. Deuxième chose, il faudrait que nous revenions aux fondamentaux de la pédagogie. Que nous revenions aux fondamentaux de la pédagogie. En offrant aux futurs enseignants une plus grande palette de formules pédagogiques qu'ils pourront adapter aux situations d'apprentissage qu'ils vont rencontrer. Les formules ne sont pas des formules passe-partout. Telle formule qui marche dans telle situation ne marche pas forcément dans telle autre situation. En ce qui concerne les débuts de l'apprentissage, au cours primaire, en commençant par l'école maternelle, on doit privilégier la méthode transmissive du savoir. D'abord la méthode transmissive, parce qu'il s'agit pour ces enfants-là d'acquérir d'abord les instruments avec lesquels ils vont apprendre après. L'acquisition de la langue, le français, et l'acquisition des mathématiques. Et les formules à privilégier sont celles qui vont relever de la méthode transmissive. Merci, Monsieur Oumenou. Nous sommes à la fin de l'émission. Malheureusement, on ne peut pas tout aborder. On va poursuivre le débat. Ce soir, nous avons tenté donc d'analyser les derniers résultats des examens scolaires avec mes invités, le professeur Jean-Claude Oumenou, psychopédagogue, recteur de l'Université de Porto Novo, Dr Clarisse Naporne, enseignante-chercheur au département de psychologie et sciences de l'éducation à l'Université d'Abomey-Calavi, et M. Emmanuel Guindéo, professeur certifié de sciences de vie et de la terre, président de l'ONG GAS, qui s'occupe également de l'éducation. Merci à mes trois invités, merci aux techniciens de l'ombre, merci à ceux qui nous ont suivis de bout en bout. À dimanche prochain.